Sous la capitale de la France se cachent 3 réseaux souterrains exceptionnels. Un système d'égouts sans équivalent, construit sous la chaussée. Le métro le plus dense du monde, transportant chaque jour plus de 4 millions de voyageurs. Et un dédale de carrière qui héberge le plus grand ossuaire du monde, les catacombes. 3 réseaux creusés sous Paris. Un labyrinthe de près de 3000 km de long. Presque 2 fois plus que les rues en surface. Dissimulée sous la ville lumière, une ville d'ombre gigantesque, édifiée par des bâtisseurs de génie. Cette ville sous la ville, c'est un peu comme un métabolisme urbain qui permet à l'ensemble de Paris d'exister et de vivre. On ne sait pas vivre dans nos villes sans cet espace souterrain. Pour le construire, les ingénieurs ont dû réaliser l'impossible, car les travaux en souterrain concentrent toutes les difficultés. C'est un défi colossal. Quand on construit en souterrain, la peur qu'on a, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Braver la loi de la gravité, c'est le défi extraordinaire qu'il a fallu relever pour sauver Paris. Car la ville menace de s'écrouler. On a des poches de vide sous la surface qui crèvent brutalement. C'est une sidération évidemment pour les Parisiens. On entreprend alors des travaux pharaoniques. Bâtir à 20 mètres de profondeur un réseau de galeries pour soutenir la ville en surface. Et donner naissance à un royaume des morts sans équivalent, les catacombes. C'est un travail exceptionnel parce que c'est le plus gros travail d'urbanisme que l'on a fait à Paris avant les travaux haussmanniens. Un autre projet hors norme révolutionne la capitale, la construction des égouts. Un système qui est tellement performant qu'en fait les grands principes existent encore. Un labyrinthe souterrain de conduits étroits et d'ouvrages d'art vertigineux. Ce sont des structures gigantesques qui peuvent faire 30 ou 40 mètres de diamètre sur 30 ou 40 mètres de profondeur. Là, on est vraiment sur des cathédrales, des monstres d'ingénierie. Le meilleur du génie civil français est aussi sollicité pour offrir à Paris un transport public unique au monde. Cette technique semble aujourd'hui complètement incroyable. Des chantiers toujours plus profonds, fruit du travail d'ingénieurs visionnaires. Le tunnelier a été une véritable révolution. C'est l'une des toutes premières utilisations de ce type de machine dans le monde. Le métro, les égouts et les carrières, 3 réalisations défiant les sous-sols de Paris. Un environnement hostile qui contraint les bâtisseurs à repousser les limites de la construction en souterrain. En surface, il n'y paraît rien. Pour découvrir les secrets de Paris, il faut plonger sous la terre. C'est là que la ville cache sa faiblesse. Elle repose sur d'immenses poches de vide qui risquent de s'écrouler. Pour les ingénieurs, c'est un défi quotidien qui dure depuis plus de 2 siècles. Il faut sauver la ville avant qu'elle ne s'effondre. Aujourd'hui, dans Paris, il continue à y avoir des effondrements. Donc, la mission est toujours d'actualité. Ces espaces creux menacent la stabilité des immeubles en surface. Alors, les inspecteurs sondent sans relâche les sous-sols pour détecter la moindre faille. C'est l'une des plus incroyables aventures de l'histoire du génie civil. Elle se passe à 20 mètres de profondeur. Et elle commence le 17 décembre 1774. Ce jour-là, 300 mètres de l'actuelle avenue d'Enfer-Rochereau s'effondrent. On a un cratère qui apparaît subitement dans la rue d'Enfer à Paris et qui emporte la façade d'un immeuble. L'événement n'est pas isolé. Des maisons, des rues s'écroulent, provoquant la panique. Ces effondrements sont dramatiques parce qu'ils se passent dans la ville elle-même. Il y a des maisons qui s'effondrent et qui tombent dans 20 mètres de profondeur, qui disparaissent de la surface de la ville. Donc on a l'impression que tout Paris risque de s'écrouler. On redécouvre alors un fait qu'on avait oublié. La capitale repose sur du vide. Les Parisiens et les autorités parisiennes se rendent compte que Paris est assis sur un gruyère de cavité,
notamment au sud de la capitale. Un vide gigantesque, 800 hectares, l'équivalent de 1600 terrains de football. Ces espaces creux, ce sont des carrières abandonnées depuis une centaine d'années. Pendant des siècles, depuis le Moyen-Âge, on a creusé le terrain sur lequel la ville s'est construite. Une exploitation à grande échelle, car le bassin parisien recèle de richesses minérales hors du commun. Si Paris a pu se construire autant et si facilement, c'est en grande partie parce que les matériaux de construction nécessaires se trouvent littéralement sous la ville. Du gypse, de l'argile, du sable, un millefeuille inégalé de matières premières pour la construction. Et la première d'entre elles, le trésor du bassin parisien, c'est le calcaire. Il s'est formé par l'accumulation de coquilles fossilisées sous une mer chaude et peu profonde qui occupait Paris il y a 40 millions d'années. Résultat, une pierre à la fois solide et facile à travailler. Des propriétés techniques exceptionnelles, enviées dans le monde entier, qui ont fait la richesse de la capitale. Si on regarde Paris aujourd'hui, on peut imaginer que plus de la moitié de ce qu'on voit en surface a été extrait de ces sous-sols. Ce calcaire a un autre avantage, il affleure en bord de Seine. Mis à jour par l'érosion, il est accessible depuis la surface jusqu'à la construction de Notre-Dame et de la muraille de Philippe Auguste. Et ça a demandé des quantités de pierres tellement importantes que les carrières à ciel ouvert pouvaient plus suffire. Et les carriers font l'exploitation en souterrain à partir de ce moment-là. C'est là que le vrai défi commence. Il faut s'éloigner du fleuve, creuser des puits de 20 mètres de profondeur à travers le sable et l'argile pour accéder directement à la verticale du banc de calcaire. Creuser un puits, c'est quelque chose qui est simple et qui n'est pas propre aux carrières. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est de creuser le puits dans le calcaire. Une fois qu'on arrive dans le calcaire, là, le travail sérieux commence. Ça ressemble beaucoup à un travail de minier qu'on voit dans les mines dans le nord de la France. Donc ce sont des conditions de travail extrêmement difficiles. On est sous terre dans un environnement très humide, qui est assez malsain, qu'on respire évidemment beaucoup de poussière de pierre. À 20 mètres sous terre, les ouvriers ouvrent des séries de galeries parallèles de 4 à 6 mètres de largeur et de 3 à 8 mètres de hauteur. Puis, ils creusent d'autres séries de galeries perpendiculaires en prenant soin de laisser à chaque croisement un pilier. On laisse en place des masses de calcaire pour assurer la sécurité des ouvriers en train de travailler. Et on laisse au-dessus de la tête ce ciel de carrière qui est la dernière couche de calcaire qui ne va pas être exploitée justement pour tenir les matériaux qui sont au-dessus. Cette technique des piliers tournés donne aux carrières un aspect de damier géant. Et elle pose aux carriers un problème majeur. L'inconvénient de cette exploitation, c'est qu'elle laisse sur place à peu près 40% de la masse calcaire qui aurait pu être ressortie. Alors, pour rentabiliser au maximum l'exploitation, on change de technique. Avec un objectif, exploiter l'intégralité des bancs de bonne qualité, sans épargner donc les piliers de calcaire. Mais là, bien sûr, on ne peut pas laisser un grand vide étendu sous le terrain qu'on est en train d'exploiter. Donc, au fur et à mesure qu'on exploite, on remblaye le vide d'exploitation par des déchets d'exploitation. Après avoir retiré le calcaire, on remblaye avec les matériaux non exploités. Et pour maintenir l'ensemble, on érige des murets de pierre sèche, du sol jusqu'au ciel de la carrière. Efficace, mais pas suffisant pour assurer la stabilité de l'ensemble. Les carriers construisaient des piliers à bras, donc des cales rudimentaires, ce sont des blocs de pierre qui sont empilés les uns par-dessus les autres à bras d'homme, d'où le nom pilier à bras ou cale à bras. Les piliers à bras qui étaient juste destinés à pouvoir faire en sorte que ça ne s'effondre pas justement. Exploiter ce trésor souterrain, c'est un défi gigantesque. Il faut d'abord creuser un étroit couloir de 50 cm de large de chaque côté du banc de calcaire pour détacher les faces latérales. Puis, percer une galerie d'une quinzaine de mètres de long sous le bloc.
La roche au-dessus est friable. Alors, pour soutenir le banc et protéger les carriers pendant ce travail d'extraction, des petites piles de pierre sont disposées en guise de cale. Reste alors l'étape la plus impressionnante. Les carriers retirent les cales le plus simultanément possible, ils se mettent à plusieurs. C'est un travail relativement dangereux parce qu'on peut y laisser un bras ou une main. Et là, en général, le banc tombe de lui-même sous son propre poids. 800 tonnes de calcaire s'écrasent sur le sol et sont ensuite débités en blocs plus petits, puis poussés jusque sous le puits d'extraction sur des rondins de bois. On parle de blocs qui font souvent plusieurs tonnes et qu'il faut treuiller jusqu'à la surface sur une hauteur qui varie mais qui est autour de 15 à 20 mètres. Hisser d'imposantes masses de calcaire tout en haut de ces boyaux de 3 mètres de diamètre, c'est un challenge. Pour le relever, on place au-dessus de chaque puits un treuil immense, héritier des grues du Moyen-Âge, la roue de carrier. C'est des roues qui font 8, 10, 12 mètres de diamètre. Donc, de par la démultiplication entre l'axe de la roue et le diamètre de la roue, un homme de 70 kg arrive à remonter un bloc d'1 tonne. Des roues immenses à perte de vue. Jusqu'à 3000 personnes pouvaient travailler dans les carrières du sud de Paris. Une exploitation presque industrielle du sous-sol. La quantité de pierre qui a pu être ressortie, ça représente 23,5 millions de mètres cubes. Et 23,5 millions de mètres cubes, c'est 40 fois le volume de la tour Montparnasse. C'est l'extraction successive de ces pierres pendant plusieurs siècles qui finit par constituer ces vastes chambres vides souterraines qu'on appelle les carrières. Mais alors, elles ne posent aucune inquiétude. Paris n'a pas les mêmes dimensions. On ne creuse pas sous la ville, mais à la campagne. Quand la carrière s'effondre, elle laisse dans un champ cultivé un trou qu'il suffit de reboucher. Mais comme entre-temps, la ville a grandi et s'est bâtie au-dessus de ses anciennes exploitations, là il y a danger. Abandonnées après avoir été trop exploitées, les carrières finissent par s'effondrer, engloutissant la ville qui s'est construite en surface. C'est le phénomène de fontis, c'est-à-dire un effondrement progressif qui remonte comme une bulle d'air vers la surface et qui finit par crever cette surface en créant un cratère. À la fin du XVIIIe, les carrières ne sont plus exploitées depuis un siècle. On a oublié leur existence. Quand la ville s'effondre, c'est la panique. C'est une sidération évidemment pour les Parisiens, parce qu'on a perdu cette mémoire. Et donc le roi Louis XVI comprend qu'il va falloir savoir ce qui se passe sous terre. Pour sauver Paris, il faut consolider ces sous-sols qui menacent de s'écrouler. C'est une première mondiale. Louis XVI fonde alors un service inédit, entièrement dédié aux travaux souterrains, l'inspection générale des carrières. Et il nomme à sa tête un architecte, Charles-Axel Guillaumeau. On met la sécurité de Paris entre les mains de Charles-Axel Guillaumeau. C'est une tâche énorme. Il pouvait se référer à aucun travail dans aucune autre ville du monde civilisé. Et il aurait pu très bien dire, bon bah c'est dangereux, ça risque de s'écrouler, évacuons la population, faisons les consolidations, et la population reviendra que lorsque la ville sera stabilisée. Impossible de déplacer tous les Parisiens. Comment alors renforcer le sous-sol d'une ville qui en surface continue de vivre? C'est un défi de génie civil sans précédent. Il faut d'abord déterminer précisément les zones qui représentent un danger. Un travail colossal, car la culture des carrières est perdue. Personne n'avait jamais entrepris d'en dresser la carte. Guillaumeau et son équipe organisent les premières expéditions cartographiques dans les carrières. Ils explorent vraiment ces anciens vides avec les moyens de l'époque. C'est un travail de géomètre de la même manière qu'en surface. On va utiliser les mêmes appareils qu'on va déporter dans la carrière. L'outil de relevé topographique du géomètre, c'est la planchette, une table de dessin mobile. Elle permet de dessiner sur place le plan de la carrière. Pour cela, elle doit être parfaitement horizontale et orientée par rapport au nord magnétique. Ensuite, entre en jeu l'alilade, une réglette en métal dont la partie verticale permet de viser différents points dans l'espace. On mesure ainsi les angles de la carrière en reportant ses repères sur la feuille de papier. Mais ce travail d'exploration, il faut le mener à 20 mètres sous terre. Dans la pénombre, la vision est réduite, le travail bien plus compliqué qu'en surface.
Il faut donc rapprocher et multiplier les points de visée à l'aide de marquages ou de clous plantés dans la roche. On va utiliser des clous parce que ça fait un point de repère qui pourra éventuellement aussi être réutilisé. Et on retrouve encore de nos jours les clous qui ont été plantés par les équipes de Guillemot dès 1777. C'est un travail d'exploration où on circule dans des vides qui ne sont pas cartographiés, dans lesquels on ne peut pas communiquer facilement avec la surface. Et on découvre l'état général de ces carrières qui est extrêmement mauvais, avec de nombreux effondrements qui vont menacer la surface. Plus inquiétant encore, la plupart des carrières sont inaccessibles depuis la surface. Les puits d'extraction ont été rebouchés. L'exploration est donc forcément incomplète. Pour être certain de ne laisser aucun vide inexploré, il faut sonder chaque cavité. Alors la grande idée, c'est de creuser des galeries sous les voies publiques, dans les remblais des anciennes carrières, pour localiser les anciens vides. Et cette fois-ci, on creuse de manière maîtrisée. Guillemot faisait percer des galeries de recherche en se disant peut-être que dans 10 mètres, dans 20 mètres, dans 100 mètres, on va découvrir une carrière qui était inconnue. Donc on ne va pas attendre qu'il y ait un effondrement. L'enjeu est immense. Impossible de déterminer le risque d'effondrement d'un bâtiment ou d'une rue sans une carte extrêmement précise. Ils vont faire des cartes au millième. Pour un ordre de grandeur, c'est 25 fois plus précis qu'une carte IGN actuelle. Le plan souterrain se superpose parfaitement à celui de la ville en surface. Chaque cavité est mesurée, chaque galerie est répertoriée et localisée en transparence sur la carte de Paris. Un travail exceptionnel qui dresse un état des lieux impressionnant. Paris repose sur 800 hectares de carrière, soit 10% de sa surface totale. Une zone souterraine immense qu'il faut maintenant stabiliser. Nous sommes en 1777. C'est le début d'un travail de génie civil inédit. Pour sécuriser la ville, il faut tout inventer. Toutes les méthodes de consolidation vont tellement être bien pensées qu'elles vont être poursuivies sans changer quoi que ce soit dans la méthode de consolidation. Dans les espaces abandonnés, par 20 mètres sous terre, les ingénieurs commencent par construire des piliers de soutènement pour porter le plafond de la carrière. Et donc si on est sur une carrière qui peut faire jusqu'à 4 mètres de hauteur, eh ben, la consolidation va faire toute la hauteur de la carrière jusqu'au ciel. Mais il faut alors s'assurer que le sol de la cavité n'en cache pas un autre, car certaines zones peuvent avoir été exploitées sur 2 niveaux. Une double carrière qui impose alors un travail minutieux. Il faut superposer parfaitement les maçonneries des 2 cavités. Si on n'alignait pas les consolidations entre les 2 niveaux de carrière, ben on pouvait créer un nouvel effondrement. Ensuite, il faut s'assurer de la stabilité du ciel de la carrière. Lorsque le plafond n'est plus portant, la maçonnerie est alors surmontée d'une voûte pour assurer une bonne répartition des charges. Guillemot, qui est architecte, il applique les méthodes de construction qu'il a utilisées pour ses constructions en surface, il les applique en sous-sol pour stabiliser la ville qu'il y a au-dessus. Enfin, derrière les murs, les vides sont comblés à l'aide des déchets d'exploration et de construction. Ce système, c'était très ingénieux parce que ça permet d'utiliser les matériaux disponibles sur place pour remblayer les vides et éviter l'effondrement. Mais ce qui va permettre de sauver durablement la capitale, c'est la grande idée des ingénieurs. Ils choisissent de positionner les consolidations à l'aplomb des immeubles en surface. On construit ainsi dans les anciennes carrières 2 galeries souterraines parallèles à la verticale des façades des maisons, à droite et à gauche de la rue. Des couloirs souterrains qui se prolongent dans la roche pour relier en ligne droite tous les vides sous les rues de Paris. Ces galeries principales sont entrecoupées de percées transversales. Et pour se repérer dans ce labyrinthe en sous-sol, des plaques sont apposées sur les murs, rappelant le nom des rues 20 mètres au-dessus. On construit des piliers sous les bâtiments, on ménage des galeries sous les rues, et finalement, on a le reflet en miroir des édifices de la surface. Une sorte de doublure sombre de la ville lumière. Une œuvre architecturale gigantesque.
30 ans de construction invisible à 20 mètres de profondeur pour sauver Paris. C'est un travail exceptionnel parce que c'est le plus gros travail d'urbanisme que l'on a fait à Paris avant les travaux haussmanniens. Près de 300 km de galeries de service dédiées à l'inspection quotidienne des carrières pour garantir la stabilité de la chaussée et des façades des immeubles. Et ce dédale souterrain abrite aussi l'un des sites touristiques les plus mystérieux de Paris, les catacombes. Chaque année, 600 000 visiteurs s'y pressent, impatients de plonger sous la terre, au cœur de la ville d'ombre. C'est un site hors du commun parce que c'est le plus grand ossuaire souterrain du monde qui abrite, on ne sait pas très bien combien de millions de Parisiens, mais aujourd'hui on dit qu'on est autour de 6 millions de Parisiens, en tout cas a priori 3 fois plus de population que la population de Paris. Un ossuaire unique au monde, qui cache même quelque part dans ses galeries les dépouilles de Molière et de Jean de La Fontaine. Très vite, ça devient un site international qui passionne des gens venus de tous les pays pour faire une espèce de promenade souterraine à la fois macabre mais aussi assez romantique en réalité. Un labyrinthe dont l'histoire est liée à celle des carrières. À la fin du XVIIIe siècle, alors que les bâtisseurs consolident les sous-sols pour protéger la ville des risques d'effondrement, Paris connaît une autre vague d'inquiétude, l'insalubrité des cimetières. Le plus grand d'entre eux, celui des Saints Innocents, est une nécropole gigantesque de plus de 2 millions de squelettes. Il est tellement saturé d'ossements que le sol du cimetière est 2,50 m au-dessus du niveau de la rue environnante. Par les gaz de décomposition qui se dégagent des corps, le cimetière, en gros, éclate littéralement au sein des caves qui sont à proximité. Ça casse les murs des caves attenantes et les ossements se répandent dans les caves attenantes. Une décision radicale est prise, fermer ces cimetières. Mais que faire alors de ces millions d'ossements? La solution? Transférer le contenu des cimetières dans une petite partie des carrières, 1,5 km de galeries au sud de la capitale. À partir de 1785 et pendant des années, la nuit, des charrettes déplacent les ossements et les déversent dans les anciens puits d'exploitation. Et dans ce puits pend une grande chaîne, parce que comme on déverse des tombereaux d'ossements, ils peuvent s'entremêler et se bloquer dans le puits. Donc il faut secouer la chaîne pour arriver à décoincer les ossements. C'est malin, oui, mais il ne faut pas être en dessous quand on débloque les ossements. Au bas du puits, ils sont chargés sur des brouettes et déposés dans les galeries souterraines sous une plaque gravée, indiquant leur provenance et la date du transfert. On voit le travail de l'ingénieur sur le site, qui reprend donc les codes utilisés par les carriers. L'aménagement du site s'inspire alors des techniques d'exploitation de la roche. Dans les carrières, pour sécuriser les couloirs, un remblai friable est maintenu par des piliers de pierre solides. Dans les catacombes, c'est le même modèle. Seuls les matériaux changent. Des murs de tibia et de crâne retiennent une montagne de petits os. Les anciennes carrières qui ont fourni les pierres des plus célèbres monuments de Paris donnent alors naissance au plus grand ossuaire du monde. Le souterrain de Paris a permis de libérer la surface, de la faire respirer et de créer un royaume des morts sous nos pieds. Sous la ville se cache un autre réseau. Le métro, le fruit du travail d'ingénieurs qui n'ont pas hésité à relever tous les défis. Plus d'1 siècle de construction souterraine, toujours plus vaste, toujours plus profonde. La réponse du génie civil à un constat lapidaire. Il manque à la capitale un réseau de transport moderne. En 1900, le fait que Paris n'ait pas encore de métro était une sorte de handicap par rapport à Londres ou par rapport à Berlin. Paris était un peu au centre du monde, hein. La France, c'était 30 millions d'habitants, c'était le plus grand pays européen, c'était la capitale des arts et des lettres du monde. Et donc le contexte était vraiment très favorable. Alors, Paris se lance un défi immense. Construire le métro le plus dense du monde. Et tout doit commencer dans l'urgence.
il fallait servir l'exposition universelle de 1900. D'où une course contre la montre, puisque les travaux n'ont commencé qu'en 1898. 1 an et demi pour livrer la première ligne de métro. 18 stations, un peu plus de 10 km de couloirs souterrains qui traversent Paris d'est en ouest. Pour réaliser cet exploit, il fallait un homme providentiel. Comme c'est la ville de Paris qui était responsable des travaux souterrains, c'est le chef du service des travaux souterrains qui est missionné, c'est Fulgence Bienvenu. Polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, il a construit des lignes de chemin de fer en Normandie et des égouts dans les quartiers populaires de Paris. À 46 ans, il a toutes les armes pour devenir le père du métro. C'était quelqu'un qui avait une vision, qui avait une grande capacité d'organisation, une capacité d'entraîner des équipes. Au total, il passe 34 ans dans les sous-sols de la capitale et laisse à sa retraite un réseau de 130 km répartis sur 12 lignes. Le métro le plus dense du monde. Il faut imaginer que les 2/3 du réseau actuel ont été construits sous sa direction. Ça a été remarquable. Et pourtant, à l'époque, le projet est révolutionnaire. Le métro de Paris se veut à nul autre pareil, avec des stations aux proportions inédites. Planifié en 1898 des stations de 75 mètres de long et de 14 mètres de large avec une grande voûte blanche, je vous assure, c'était un voyage sur la planète Mars. Un projet rendu encore plus audacieux par son plan de construction. Dès l'origine, un choix radical est effectué. Pour préserver l'harmonie de la ville, le réseau doit passer pour l'essentiel en sous-sol. Il va falloir percer des tunnels sous la capitale. La construction souterraine, c'est complètement différent de la construction en élévation. Pourquoi? Parce que pour mériter de faire un ouvrage, il faut déjà creuser le sol. Et c'est tout ce qui change et tout ce qui rend passionnant l'ingénierie des travaux souterrains. Mais creuser des tunnels, c'est prendre le risque de bouleverser les ouvrages en surface. Alors pour réaliser ce projet hors du commun, on s'appuie sur un principe fondateur. Construire le métro sous les principaux axes de la ville. Quand on fait des ouvrages souterrains, vous engendrez toujours, quoi qu'il arrive, des tassements au-dessus. Et donc passer sous des rues, c'est plus simple en termes de maîtrise du tassement que de passer sous des bâtiments, en particulier quand c'est des bâtiments sensibles. Il faut éviter que l'Arc de Triomphe se fissure, ça ferait mauvais effet, effectivement. Insérer le métro sous les rues, c'est garantir la stabilité des bâtiments. Et cela offre un avantage précieux. Inutile de creuser en profondeur, on peut placer les tunnels quelques mètres seulement sous la chaussée. Il y avait l'idée que toutes les techniques d'ingénierie disponibles devaient être utilisées. La première technique utilisée, la plus simple, la plus économe, c'est le chantier à ciel ouvert. On a éventré la rue de Rivoli, on a ouvert le boulevard Diderot. En fait, on fait un trou à ciel ouvert et on va construire, après avoir fait le trou, un toit dans ce trou. C'est ce qu'on appelle les tranchées couvertes. Le béton armé n'existe pas. Les ouvrages sont entièrement réalisés en maçonnerie. Et pour couvrir le tunnel, les portées horizontales sont assurées par des poutres métalliques, constituées de plats et de cornières, assemblées entre eux par rivetage. Quand on prend la ligne 1 et qu'on regarde les plafonds de ces stations, on voit ces rivets, c'est l'espèce de petites boules, de petites demi-boules qui parsèment tous ces profilés métalliques, ce qui assure depuis plus de 100 ans maintenant la tenue de ce qu'il y a au-dessus, sachant qu'au-dessus ça peut être des routes, la place de la Concorde. Ces planchers métalliques sont placés 1,25 m sous la chaussée. La station de métro est si peu profonde que la rue constitue presque son plafond. Les quais ils sont à 6 mètres de profondeur. On est dans la rue, on descend un gros étage de maison et on a le transport tout de suite. C'est super efficace. Mais impossible dans une ville en activité de réaliser l'ensemble du chantier à ciel ouvert. Alors, les travaux se poursuivent en souterrain. On creuse, bien sûr. On n'a pas les pelleteuses et les caterpillars qu'on a aujourd'hui. C'est germinal.
des mineurs avec des pioches, des petits wagonnets qui sont poussés par les mineurs sur des rails qui sont posés à l'avancement. On creuse en mettant des boisages pour soutenir le terrain qu'on a au-dessus de la tête. C'est la méthode traditionnelle utilisée dans les mines, dite des galeries boisées. On commence par percer une première ouverture de 2 mètres de haut et 2 mètres de large. Et l'on bâtit une structure en bois pour retenir les terres en plaquant des planches contre le terrain. Les remblais sont évacués par des wagonnets et remontés à la surface par des puits. Enfin, on élargit cette première galerie pour poser une maçonnerie qui forme le plafond du tunnel. Une voûte de 7 mètres de large. La voûte, c'est un principe. Et le principe, il est pratiquement universel. Vous ne pouvez pas faire un plancher en maçonnerie parce qu'il va être sollicité en flexion. Et en flexion, la maçonnerie, elle ne tient pas du tout. Donc à l'époque, il faut que les ouvrages y soient voûtés. Économique et résistante, la voûte, c'est la structure la plus efficace pour un ouvrage souterrain. En matière de grandes voûtes, Paris était vraiment au top niveau. Une fois la voûte réalisée, reste à dégager le Strauss, la partie inférieure de la galerie, pour atteindre 5 mètres plus bas le sol du tunnel. On pose alors les parois latérales en pierre de meulière sur lesquelles s'appuie la voûte. Là, il y a eu une audace qui a été faite, c'est de créer des voûtes bien tendues où la structure appuie vraiment sur les côtés pour que ce soit stable. Cette méthode des galeries boisées est aussi appliquée pour construire les stations, mais en encore plus grand. Des ouvrages aux dimensions exceptionnelles, 14 mètres de large pour 75 de long. Ce métro de 1900 a offert les plus grandes stations du métro dans le monde à l'époque. Et elles sont conçues selon un plan révolutionnaire. Une double voie, entourée de 2 quais, dessinée à l'image de la rue en surface, avec sa chaussée centrale et ses trottoirs latéraux. C'est comme si, conceptuellement, on avait transcrit le boulevard haussmannien en sous-sol. Et il n'y a pas beaucoup de métros comme ça. C'est vraiment le métro de Paris qui a inventé cette façon de faire. Les travaux sont pharaoniques. On extrait du sous-sol de Paris 350 000 mètres cubes de déblais, l'équivalent de 340 piscines olympiques. Pour tenir les délais, la ligne est divisée en 11 tronçons. 11 chantiers, tous lancés en même temps, qui permettent de livrer la première ligne de métro de France en seulement 20 mois. Et ce n'est que le début. Aussitôt, d'autres lignes sont mises en œuvre. Car l'objectif, c'est de tisser un maillage hors du commun. Aucun Parisien ne doit se trouver à plus de 400 mètres d'une station de métro. Pour réaliser ce plan ambitieux, il faut franchir un obstacle, la Seine. Jusqu'alors, pour relier les 2 rives, les ingénieurs ont dû renoncer aux travaux en souterrain. Des ponts ont été construits, à l'ouest et à l'est de la ville. Mais dans le centre de Paris, cette solution est inapplicable. Là, il n'y avait plus la possibilité de faire une ligne aérienne pour différentes raisons, notamment d'espace. Et donc, il fallait que la ligne soit souterraine et qu'elle traverse la Seine en souterrain. Creuser une ligne de métro sous la Seine, ça n'avait jamais été fait. Pour une raison simple, les sous-sols du fleuve sont un cauchemar de génie civil. Les terrains dans le lit de la Seine, c'est des terrains alluvionnaires. Donc c'est, pour simplifier, une espèce de boue pâteuse et collante, voire liquide, qui fait que creuser avec la méthode pelle et pioche façon germinale et mettre des bouts de bois pour tenir, si vous faites ça, vous prenez tout sur la figure et ça marche pas. Pour trouver une solution et percer 1 kilomètre de tunnel entre les 2 rives de la Seine, il faudra près de 5 ans de travaux hors normes. Et recourir à l'une des techniques les plus spectaculaires du génie civil, la méthode des caissons immergés. Cette technique des caissons immergés indépendants semble aujourd'hui complètement incroyable. C'est un peu de la science-fiction, c'était des techniques qui existaient déjà, mais qui là ont été employées dans une autre dimension. Sur les quais, à la surface, on construit des boîtes métalliques géantes. Elles sont ensuite transportées par barge sur la Seine
et sont alors positionnés précisément à la verticale de leur point d'arrivée. Car une fois coulées, elles ne pourront plus être déplacées. Enfin, elles sont lestées par 2000 tonnes d'eau et se posent sur le fond du lit du fleuve. Le travail peut alors commencer, car le caisson est divisé en 2 parties. En haut, la principale, noyée dans l'eau. C'est le futur espace du métro. En dessous, se cache une chambre de travail, 2,50 m de hauteur, remplie d'air comprimé, pour permettre aux ouvriers de creuser. Les ouvriers, ils se trouvent effectivement dans cette chambre de travail. Donc il faut imaginer que de l'autre côté, il y a de l'eau, et puis ils creusent et ils enlèvent le terrain. Et puis petit à petit, le caisson s'enfonce et vient prendre sa place. Une fois les caissons enfoncés dans le lit de la Seine, ils sont reliés entre eux pour former un tunnel de 160 mètres de long. La construction sous la Seine a été l'objet de miracles de ce type-là. Mais là, vraiment, c'est l'ingéniosité des ingénieurs de l'époque qui a permis d'aller jusqu'au bout. Les ingénieurs vont même encore plus loin. Ils appliquent cette technique pour construire toute une station de métro. Des travaux encore plus impressionnants. Les caissons métalliques construits sur les quais de Seine font 12,50 m de haut, autant qu'un immeuble de 4 étages. Et ils occupent toute la largeur de la rue. On voit de façon incroyable une station de métro qui est posée sur le sol. Les stations Cité et Saint-Michel sont ainsi entièrement construites en surface. À même la rue, on assemble 3 caissons de 11 000 tonnes chacun pour obtenir les 118 mètres de chaque station. Puis, elles sont coulées et foncées dans la terre, à plus de 20 mètres de profondeur. Et petit à petit, les stations elles se sont enfoncées dans le sol jusqu'à leur position définitive. Aux extrémités, on descend des caissons métalliques cylindriques qui reçoivent les escaliers et l'on relie les stations au tunnel du métro. Et effectivement, ça a très bien marché. Il faut reconnaître que les gens qui ont eu l'idée de faire ça comme ça à l'époque, c'était balèze. Mais les ingénieurs du métro sont confrontés à une nouvelle épreuve. Au bord de la Seine, ils doivent percer un tunnel dans une zone sablonneuse et humide. Le sable de Beauchamp, qui est un sable argileux, lorsqu'il est baigné d'eau, en fait, se comporte un petit peu comme le sable au bord de la mer quand vous faites un trou dans l'eau. À un moment donné, vous arrivez, il y a l'eau, vous creusez et en fait, le terrain, il revient tout le temps dans le trou, quoi. Là, c'était à peu près la même chose. Impossible ici d'utiliser la technique des caissons immergés. Le tunnel doit passer sous les rails de la ligne de train Orléans-Paris. Il faut progresser horizontalement et travailler de nuit pour ne pas perturber le passage des trains. Les ingénieurs utilisent alors une technique hors norme, fondée sur une idée incroyable. Congeler la terre, durcir le terrain pour créer provisoirement des conditions propices à la réalisation des travaux. Imaginez, je vous donne un verre d'eau et je vous demande de faire un trou dans l'eau. Vous allez me regarder avec des yeux gros comme des billes. Si ce verre d'eau, vous le placez au congélateur qui se remplit de glace et que je vous demande de faire un trou dans l'eau, là, vous me direz, ok, je sais faire un trou dans la glace. Le principe de la congélation de sol, c'est globalement à peu près la même chose. Dans les terres humides, on insère des tuyaux dans lesquels on injecte de la saumure gelée à moins 24 degrés. En circulant dans ces conduits, cette solution aqueuse refroidit le sol par irradiation. Il faut 40 jours pour parvenir à congeler une surface large comme un terrain de football, qu'il faut maintenant creuser. Le terrain congelé, pour taper dedans, il faut y aller au marteau-piqueur. C'est pas un sorbet framboise qu'on récupère à la petite cuillère. 10 mois de travail en appliquant la technique des galeries boisées pour percer et maçonner ces 14,50 mètres de tunnel. C'est une technique qui paraît dingue. Alors elle a été utilisée de temps en temps à travers l'histoire. On la retrouve par exemple sur le prolongement de la ligne 12 plus récemment. Elle a été utilisée pour des zones très spécifiques où effectivement les autres techniques ne marchaient pas. Un siècle plus tard, l'azote liquide a remplacé la saumure, mais la technique de la congélation des sols est toujours utilisée. Si la construction des infrastructures représente un enjeu majeur, un autre défi attend les ingénieurs, la traction des trains. Et dès le début, Paris fait un choix audacieux.
créer l'une des premières lignes de métro électrique du monde. Je rappelle que le premier métro de Londres était à vapeur. Donc tout d'un coup, on importait une jeune technique pour l'attraction des trains. Donc il y avait vraiment un enjeu d'innovation. Aujourd'hui, le métro de Paris, c'est plus de 220 km de lignes électriques. Une dépense annuelle de 2400 gigawatts, l'équivalent des besoins en électricité de Lille ou Bordeaux. Au sol, en plus des 2 rails sur lesquels circulent les roues des rames, on en installe un 3e, un rail de traction latérale qui fournit 750 volts au moteur, capté par des frotteurs situés à côté des roues. Reste un dernier problème, éclairer les stations souterraines. On ne dispose que de faibles ampoules de 20 watts tous les 5 mètres. C'est évident qu'on ne pouvait pas mettre de réverbère au gaz en sous-sol pour éclairer le métro. D'où un enjeu d'ingénieur, comment faire de telle sorte que cet espace en sous-sol soit le plus clair possible. Là encore, les ingénieurs ont une solution unique au monde. Pour que cet éclairage soit efficace au maximum, il fallait que les murs soient blancs et réfléchissants. Les voûtes des tunnels sont alors utilisées en véritables réflecteurs urbains. Elles sont recouvertes de carreaux de céramique blanc et biseautées. Chaque angle, chaque facette multiplie les points de lumière et la sensation de clarté. Comme un ciel artificiel. Cette innovation et de la voûte et du carreau biseauté a vraiment été une innovation pour le voyageur en termes de sentiment de sûreté et de luminosité. Un carrelage qui devient l'emblème du métro de Paris et participe à son succès phénoménal malgré les réticences initiales. Les Parisiens ne sont pas des taupes, ils ne descendront jamais dans ce trou. Dès le premier mois, il transporte 130 000 voyageurs par jour. Aujourd'hui, ils sont 4 millions. Mais un transport en commun encore plus important existe. Le RER, le réseau express régional. 5 lignes seulement qui traversent Paris pour desservir sa banlieue. Près de 600 km de voies pour 3 millions de voyageurs quotidiens. Le RER, oui, c'est pour aller plus loin, transporter plus de voyageurs. On sort du métro intramuros. C'est des capacités de transport qui sont phénoménales. Enfin, il faut bien imaginer que dans le monde, des lignes aussi capacitaires que ça, je pense qu'elles se comptent sur les doigts de la main. Un métro en grand, c'est un projet titanesque qui doit trouver sa place dans un sous-sol parisien saturé. C'est déjà bien occupé entre les collecteurs, les égouts, les stations de métro existantes. Il faut que le gros RER fasse le mieux possible, compte tenu de la géologie, compte tenu des ouvrages existants, pour s'infiltrer dans tout ça. Pour construire ces lignes de train aux dimensions exceptionnelles, il y a une solution. Descendre en profondeur. Il existe un espace disponible à plus de 20 mètres sous la surface, en dessous du réseau des carrières. Géotechniquement, c'est plus facile. Après, ça fait des ouvrages plus gros, plus profonds. Donc du coup, ça fait plus d'excavation, plus de difficultés logistiques. Mais de toute façon, il n'y a pas le choix, il y a trop de choses plus haut, donc de toute façon, on est obligé d'aller en bas. Cette solution est rendue possible par l'apparition d'une nouvelle technique de creusement venue des États-Unis. Pour percer le RER A, la ligne la plus fréquentée d'Europe, plus question d'excaver manuellement. Les travaux sont réalisés à l'aide d'une sorte de taupe d'acier géante, le tunnelier. Un énorme cylindre de 600 tonnes et 10 mètres de diamètre, avec en façade un disque rotatif, composé de couteaux qui creusent des sillons dans la roche. Le tunnelier a été une véritable révolution. C'est une machine américaine, la machine Robbins, qui va être utilisée. Et on sera sur l'une des toutes premières utilisations de ce type de machine dans le monde. On expérimente même le tout premier tunnelier à air comprimé. Un outil qui permet de creuser le RER jusqu'à 30 mètres sous la surface.
Des profondeurs jamais atteintes pour des chantiers aux dimensions vertigineuses. Les quais des stations du RER sont 3 fois plus longs que ceux du métro. On est à 225 mètres de longueur. La gare d'Aubert, elle fait 40 mètres de large, 20 mètres de haut, donc c'est vraiment des volumes plus importants. Et c'est pharaonique par la consistance des ouvrages, dont on s'étonne parfois comment ils ont pu être réalisés, surtout avec des moyens qui datent de 50 ans, 60 ans, qui n'étaient pas ceux dont on dispose maintenant. Pour construire ces souterrains hors normes, on s'inspire des techniques utilisées pour le métro, mais en beaucoup plus grand. Sur la construction, on reprend un peu les mêmes techniques, mais on innove. Chaque étape de la construction est une innovation. On va reconstruire à nouveau des voûtes, mais avec une technique très particulière qui va permettre de limiter au maximum le tassement. Percer ces voûtes gigantesques, c'est multiplier les risques d'effondrement. Les ingénieurs utilisent alors une méthode réservée aux chantiers titanesques. On commence par creuser les culées latérales de la future station. Puis, on excave la section de voûte complète dans laquelle on installe une arche métallique. Sur cette arche, on dépose des voussoirs, des blocs de béton répartis sur l'ensemble du périmètre de la voûte. Puis, on active des vérins au centre de l'arche métallique. L'arche se redresse alors et compresse les voussoirs contre le terrain. On injecte enfin un coulis de béton pour mettre en tension l'édifice. Puis, on retire l'arche et on excave la partie inférieure de la station. Cette technique limite la durée du chantier pour protéger la ville en surface et elle permet ainsi la construction de stations de RER aux dimensions exceptionnelles. 225 mètres de long pour 40 mètres de large, soit la surface de 40 terrains de tennis. La station Nation, j'ai comme l'impression que c'est la plus grande voûte de métro du monde. Bâtir cette station, c'est 27 mois de travaux, uniquement pour le gros œuvre. C'est des cathédrales souterraines en fait, c'est immense. Hein. La gare d'Aubert, c'est 20 000 mètres carrés d'espace voyageurs, plus beaucoup d'espace technique autour. Un espace immense. 4 fois la cathédrale Notre-Dame de Paris, dissimulée dans le sous-sol de la capitale. Paris s'est ainsi doté du plus dense réseau de transport souterrain du monde. Et avec près de 2 milliards de passagers par an, c'est l'un des plus fréquentés. Mais si les sous-sols de la capitale sont un véritable labyrinthe, c'est qu'entre les tunnels du métro et les galeries des carrières, ils abritent un 3e réseau. Par sa densité, sa conception, son exploitation, c'est un système unique au monde. Les égouts de Paris. Une véritable ville sous la ville, avec ses propres rues et ses trottoirs en sous-sol. Au total, 2400 km de conduits souterrains. 2400 km, c'est la distance qu'il y a entre Paris et Istanbul. Un projet gigantesque, né de l'imagination d'ingénieurs hors du commun, qui ont jeté les bases de l'assainissement moderne. C'est assez fou de se dire qu'un système comme ça qui a été construit il y a plus de 150 ans continue de fonctionner. La mission de ces égouts, nettoyer Paris, en évacuant ses eaux usées le plus loin possible. Il y a urgence. Car dans la première moitié du 19e siècle, Paris étouffe sous ses déchets. C'est alors une simple rigole au milieu de la chaussée. Les Parisiens y jettent leurs ordures, des caniveaux à ciel ouvert. Il faut quand même imaginer Paris avec tous les excréments au milieu de la rue. Il y a des odeurs épouvantables, et donc c'est vraiment un milieu qui développe en fait l'insalubrité. Le manque d'hygiène favorise la survenue d'épidémies ravageuses. En 1832 à Paris, en quelques mois, le choléra fait plus de 18 000 morts. On ne peut plus continuer comme ça, il faut agir. C'est toute la capitale de la France qui est transformée. En surface, le baron Haussmann redessine la ville en perçant boulevards et avenues. Pour les travaux en sous-sol, il s'en remet à un polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, Eugène Belgrand. Il a 44 ans et il prend la direction du service des eaux de Paris.
Eugène Belgrand avait vraiment un caractère très pluridisciplinaire. Il était incroyable de génie de ce point de vue-là, puisqu'il était très fort en hydrologie, en hydraulique urbaine, etc. Et donc vraiment, il y avait une vision d'ensemble dans sa conception générale. En quelques années, il va bâtir un fleuron du patrimoine industriel français qui révolutionne la capitale. Pourtant, quand les ingénieurs débutent leurs travaux, le réseau est presque inexistant. Il y a tout à inventer. On n'a pas d'infrastructure principale et il faut réfléchir à un nouveau modèle d'assainissement. Une seule solution, s'affranchir des réseaux existants pour repenser totalement le système. On remplace la chaussée incurvée, profilée en V pour accueillir les eaux usées en son centre, par une voie bombée avec 2 rigoles sur les côtés. Les souillures de la ville peuvent alors descendre en souterrain. C'est là que se cache la grande idée novatrice, construire en sous-sol un réseau de galeries pour collecter les eaux usées. Tout commence sous les petites rues, par des conduits étroits, les égouts élémentaires. Ils se déversent ensuite dans des collecteurs de plus grande dimension, sous les voies moyennes, et gagnent enfin sous les boulevards les grands émissaires qui transportent les eaux hors de Paris. On peut assimiler donc le système comme un système de chemin, de routes communales, de routes départementales, et puis ça se termine par des autoroutes. La première de ces autoroutes souterraines, la plus impressionnante, c'est le collecteur d'Asnières. Près de 6 km de long, 4 mètres de hauteur, 5 mètres de large. À sa mise en service en 1861, il est le plus grand collecteur du monde. Les travaux avancent à un rythme effréné. 17 km d'égouts sont construits chaque année pendant plus de 50 ans. Comme une toile d'araignée qui s'étend progressivement sous la ville. C'était un chantier pharaonique. Il a fallu ouvrir les rues et creuser avec des techniques qui étaient assez innovantes à l'époque, qui ont permis de réduire les coûts et donc de déployer le réseau à l'échelle de Paris. La partie supérieure des égouts élémentaires se situe à seulement 1 mètre sous la chaussée, ce qui offre un avantage de taille. Le chantier peut alors être réalisé en fouille, en creusant depuis le sol. On excave depuis la surface la profondeur utile, on réalise l'ouvrage et puis on reblaye les pourtours. Le défi est immense. Construire en un temps record un réseau gigantesque sous toute la surface de Paris. Du jamais vu. Et le premier enjeu, ce sont les matériaux. L'habitude à l'époque, c'est de construire les ouvrages en pierre de taille. Trop long, trop onéreux. Il faut abaisser les coûts. On va innover en utilisant des maçonneries en pierre de meulière. C'est ces pierres que vous voyez ici sur les côtés. Les bâtisseurs des égouts font ici un choix visionnaire. Facile à extraire puisqu'elle abonde dans les carrières des environs de Paris, la pierre de meulière est imperméable. Elle ne s'altère pas dans l'eau. Et surtout, alors que le béton armé n'existe pas encore, elle offre une solidité sans égale. Donc les égouts ne sont pas en béton armé, il n'y a pas d'armature dedans. Les pierres sont simplement agglomérées avec du mortier et l'intérieur de l'ouvrage est revêtu d'un enduit. Et pour construire des égouts encore plus robustes, les ingénieurs ont une autre idée. Ils dessinent une figure ovoïde, un ovale évasé vers le haut, resserré vers le bas. Une forme d'œuf qui a d'énormes avantages. Quand vous prenez un œuf et vous essayez de l'écraser dans une main, vous voyez que c'est très compliqué. Cette forme, elle permet de résister à la pression des terrains extérieurs. Donc, en termes mécaniques, c'est une innovation. Enterré sous la surface, l'égout est soumis à d'importantes charges. Dans un ovoïde, toutes les forces viennent se rencontrer au sommet de la voûte. Les efforts sont répartis. La résistance à la compression est optimale. Du fait qu'il n'y a plus d'efforts à reprendre, l'épaisseur de la voûte peut être très réduite. Et donc, elle est, pour les petites lignes, de 20 cm. Pour les plus gros ouvrages, elle va être plus importante, elle va être de 40 cm. Des choix ingénieux qui permettent d'optimiser les matériaux et de réduire les coûts. Mais il est un point sur lequel les ingénieurs de Paris n'économisent pas. Ils décident de construire grand. Les égouts élémentaires sont dimensionnés à la taille d'un homme. 2 mètres de hauteur. Il y a une idée très forte, c'est qu'il faut penser dans la conception du réseau les conditions d'exploitation de ce patrimoine. C'est un impératif. La condition de la pérennité du système.
Il faut que les égoutiers puissent se déplacer en permanence dans le réseau pour en assurer l'entretien. Quand on fait des projets, on le sait qu'il faut toujours anticiper toutes les contraintes d'exploitation et d'entretien, mais on a quand même encore des difficultés parfois à le faire. Et lui, il y a plus de 150 ans, avait déjà cette chose-là en tête et l'a pris complètement en compte. Et ça, c'était complètement visionnaire. Quand il a imaginé son système d'égout, il a imaginé que d'autres s'en serviraient après lui. Il a aussi notamment pensé à tout ce que pouvaient transporter ces galeries, autres que l'eau usée. C'est tout le génie de la construction en ovoïde. Puisque la partie haute de l'ouvrage est évasée, elle offre un espace que les ingénieurs décident d'exploiter. On y fixe les tuyaux qui alimentent Paris en eau potable et en eau non potable, utilisée pour nettoyer la chaussée ou arroser les plantations. Au sol, les eaux usées. En hauteur, les eaux propres. Tout est rassemblé dans un même réseau. L'œuvre de Brégrand est complètement visionnaire et surtout, il y a vraiment une approche d'un système intégré. On a fusionné le cycle de l'eau dans un ouvrage et on amène, et c'est très novateur, l'eau potable, l'eau non potable et on permet les écoulements pour renvoyer à l'extérieur de Paris des eaux usées et des eaux pluviales. Une révolution qui transforme aussi le réseau d'assainissement en véritable galerie technique, transportant des câbles de télécommunications. Aujourd'hui, la fibre optique passe dans la partie supérieure des égouts. Mais la grande force de la conception de ces ouvrages réside dans la partie inférieure des ovoïdes, où s'écoulent les eaux usées. En fait, l'idée, c'est d'avoir un peu comme un V. Et comme on a une petite section en bas, l'eau coule plus vite et plus le niveau se remplit, le débit augmente et on laisse de la place au fluide pour s'écouler. Plus un conduit est étroit, plus la vitesse d'écoulement est grande. Ce système en V permet donc d'évacuer rapidement les eaux usées, même quand il y en a peu. Or, l'écoulement, c'est l'enjeu majeur. Il faut que l'eau circule naturellement dans le réseau. C'est compliqué de relever de l'eau, de la pomper, et donc il faut trouver des moyens simples de faire en sorte que les écoulements se fassent avec la gravité. L'objectif, c'est d'utiliser l'inclinaison naturelle du terrain parisien. Paris, c'est une cuvette, et donc de l'amont vers l'aval, vous avez un dénivelé suffisant qui permet d'éviter les pompages. Et donc il a une idée toute simple, la Seine court de l'est vers l'ouest dans Paris, et donc il faut essayer de suivre le chemin de l'eau de la Seine avec le réseau d'assainissement. Il faut collecter les eaux et les drainer vers le nord-ouest de Paris, sans dépense d'énergie, par le seul effet de la gravité. L'idée, c'est d'avoir un fonctionnement pour ces égouts gravitaire, c'est-à-dire que la goutte d'eau qui tombe dans l'égout poursuit sa route toute seule jusqu'à l'exutoire naturel du réseau d'égouts qui avait été conçu à l'époque, sans avoir besoin d'apporter de l'énergie à cette eau pour qu'elle puisse se déplacer. C'était habile et c'était économe. Mais au centre de la capitale, il y a un obstacle, la Seine. Un point bas qui coupe la ville en deux. Pour le franchir, une solution. Faire passer sous le fleuve des tuyaux gigantesques. 2 tubes d'1 mètre de diamètre, 169 mètres de long. Et ces 208 tonnes de métal, il faut les enterrer sous l'eau. La Seine, à l'époque, est régulièrement à sec en été. Eh bien, ils profitent des étés pour aller construire ces siphons qui vont passer sous la Seine et permettre d'assurer la connexion entre la rive gauche et la rive droite de Paris. Ces siphons, ils fonctionnent selon le principe des vases communicants. Les eaux usées arrivent par la rive gauche de Paris. Elles tombent dans le conduit qui passe sous la Seine et le remplissent. Puisque la sortie du siphon est placée 50 cm plus bas que l'entrée, la mécanique des fluides fait le reste. Et en fait, ça pousse l'eau et elle peut repartir de manière gravitaire. Et un siphon, ça fonctionne de manière gravitaire. La construction de ce réseau révolutionnaire a métamorphosé la capitale. En 50 ans, elle s'est dotée du plus grand réseau d'égouts du monde. Aujourd'hui, la ville souterraine est même plus grande que la surface. Paris compte 1600 km de rues pour 2400 km d'égouts. 2400 km, c'est la distance qu'il y a entre Paris et Istanbul. Voilà, on a donc réussi à faire cette distance-là dans des ouvrages souterrains en très peu de temps. En très peu de temps, et on les a mis en fonctionnement et ça fonctionnait et ça fonctionne encore maintenant. Ce réseau gigantesque, il draine hors de Paris les eaux usées des immeubles et aussi les eaux de pluie. C'est ce qu'on appelle un système unitaire.
La pluie nettoie les rues, puis ruisselle jusque dans les égouts, où elle rejoint les eaux usées domestiques. En tombant, elle augmente le débit dans les égouts et facilite l'évacuation des déchets. Un tout en un, auto-nettoyant. Mais il y a un problème. S'il pleut trop, les égouts risquent de déborder. Tous les ingénieurs, quand ils construisent, se posent la question des limites de leur système. Ça fait partie de ce qu'on appelle les hypothèses de dimensionnement. Je vais construire un système qui aura telle caractéristique et je sais que, au-delà de son dimensionnement, le système n'assure plus la fonction que je lui ai donnée. Néanmoins, il faut que ce système ne soit pas détruit en cas d'événement important. Alors, pour protéger le système, les ingénieurs ont trouvé une solution. Ils placent tout au long de la Seine 45 ouvertures. Des déversoirs d'orage pour relâcher directement le trop-plein d'eau usée dans le fleuve en cas de forte pluie. C'est un peu comme le petit trou dans le lavabo. Pour pas avoir un débordement du lavabo, on a ce petit trou de surverse qui, si on atteint cette cote-là, assure un exutoire, quoi qu'il arrive, aux eaux à évacuer. Mais cette soupape de sécurité relâche dans le fleuve des eaux usées fortement polluées. Et à ce moment-là, on contamine la Seine et on va avoir des mortalités de poissons, mais de manière très importante. En 1992, sur des orages importants, on relevait au barrage de Suresnes 400 tonnes de poissons morts, puisque le fleuve entier avait plus suffisamment d'oxygène pour l'ensemble des poissons. Une partie des eaux usées de 12 millions d'habitants rejetées dans un fleuve de débit moyen, c'est trop pour la Seine. D'autant que ces événements pluvieux importants surviennent en moyenne une fois par mois. C'est à ce moment-là où on s'est dit, les volumes déversés en Seine, il faut les piloter, les surveiller, les mesurer, les réduire. Mais comment assurer le bon fonctionnement des égouts sans polluer la Seine ? Pour réaliser cet exploit, les ingénieurs ont une idée. Concevoir d'immenses réservoirs pour retenir les eaux polluées. On appelle ça un ouvrage de stockage-restitution. C'est-à-dire qu'on dévie les eaux, on les met dans un ouvrage de stockage, on attend que la pluie passe, et une fois que l'épisode pluvieux est passé, on pompe et on la remet dans le réseau d'assainissement. Après la pluie, le trop-plein d'eau va pouvoir reprendre sa course vers une station d'épuration, au lieu de finir dans le fleuve. Mais construire ces bassins est un véritable défi de génie civil. Le concept du bassin de stockage, c'est effectivement de fabriquer des grosses boîtes, très grandes. Ce sont des structures gigantesques. Ils peuvent faire 30 ou 40 mètres de diamètre quand on les construit en rond, sur 30 ou 40 mètres de profondeur. Là, on est vraiment sur des cathédrales, des monstres d'ingénierie. En 2021, Paris a vu encore plus grand en planifiant la construction d'un cylindre aux dimensions exceptionnelles. 50 mètres de diamètre, 35 mètres de profondeur. 7 fois le volume de la tour de Pise qu'il faut insérer dans le sous-sol de la capitale. Le premier défi, c'était de trouver le lieu parisien qui permettrait d'implanter l'ouvrage, ne serait-ce que géométriquement. Ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui de trouver de l'espace disponible, tellement le sous-sol est contraint par toutes les infrastructures qu'on y trouve. La réponse est venue d'un espace en friche, un triangle entre l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, la gare d'Austerlitz et le viaduc de la ligne 5 du métro. Un espace si contraint qu'y insérer le gigantesque bassin est un véritable challenge. Dès qu'on travaille en souterrain, on va faire des vibrations, modifier des équilibres géotechniques qui sont en place depuis des décennies. C'est des choses qui peuvent se produire et qui sont des éléments effectivement qu'ont en tête tous les intervenants sur ce type de chantier. C'est un défi de chaque instant, c'est un défi à la conception, c'est un défi à la fabrication, à la construction. Pour construire ce cylindre aux dimensions hors normes, les ingénieurs utilisent la technique des parois moulées. On va construire plein de petits murs verticaux qui, in fine, dessineront un rond, les construire sur de très grandes profondeurs. Ces panneaux d'1,20 m d'épaisseur, en béton armé, sont coulés dans le sol, puis reliés entre eux par des joints étanches. La même technique permet d'insérer au centre du cylindre 32 barrettes, des rectangles de béton d'1 mètre de large sur 2 mètres de long. Les barrettes participent à la tenue structurelle de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il faut que le cylindre tienne sur lui-même et ne gauchisse pas, ne se déforme pas. Mais il ne suffit pas de creuser pour insérer l'ouvrage. Il faut aussi le fixer dans le sol. Dans cette zone, c'est un véritable challenge.
car le niveau supérieur de la nappe phréatique est à seulement 10 mètres de profondeur. Avec ses 30 mètres, le bassin doit traverser ces zones humides. Le cylindre baigne dans la nappe, et pour qu'il ne pousse pas comme un vulgaire bouchon de liège, malgré sa dimension et son poids, il était important de l'ancrer dans le sol. Les ancres, ce sont les parois extérieures du cylindre. Elles descendent à 50 mètres de profondeur. Mais ce n'est pas tout. Les barrettes, elles, font 80 mètres de long. Au total, la structure du bassin d'Austerlitz a nécessité 16 000 mètres cubes de béton. Puis il a fallu excaver 70 000 mètres cubes de terre pour dégager ce gigantesque espace souterrain. On n'imagine pas qu'il peut avoir ce vide immense sous nos pieds et certains égoutiers qui ont le vertige ont du mal justement à exploiter ces grandes cathédrales, puisque quand on sort de la passerelle, on tombe sur 30 mètres de vide en dessous de soi, dans un immense volume tout vide. Mais pour que cette grande cuve puisse jouer son rôle, il faut la rattacher au réseau des égouts. C'est la mission d'un tunnel hors du commun, l'Intercepteur. Un ouvrage de 2,50 m de diamètre qui passe en légère pente sous la Seine, se courbe pour éviter les tunnels du métro et se connecte au bassin de stockage, 622 mètres plus loin. Une prouesse d'ingénierie permise par une technologie de pointe, un micro-tunnelier conçu spécialement pour le chantier. Le micro-tunnelier, donc c'est un dispositif cylindrique avec une roue de coupe à l'avant qui grignote, qui mange le terrain et qui permet d'excaver, déblayer le terrain à la mesure de sa progression. Alors oui, on peut dire qu'il y a un peu une technique un peu ver de terre. Un ver de terre qui avance à la vitesse moyenne de 8 mètres par jour et dépose derrière lui des anneaux de 2 mètres de long qui forment peu à peu le tunnel. Un voyage souterrain de 5 mois. C'est de la haute technicité, c'est un très bel ouvrage de génie civil, puisque faut bien voir que le micro-tunnelier, au bout de ses 622 mètres, il est arrivé à quelques centimètres près, exactement dans la fenêtre dans laquelle il devait arriver. Grâce à cet intercepteur, partant de pluie, le bassin de stockage peut accueillir 50 000 mètres cubes d'eau usée, soit l'équivalent de 20 piscines olympiques. On peut les remplir très très vite, par exemple en 3 quarts d'heure, ce qui donne des flux très très importants de 50 mètres cubes par seconde qui se déversent dans l'ouvrage. C'est le débit moyen de 250 000 robinets. L'eau qui arrive à grande vitesse est alors chargée d'une énergie dévastatrice qu'il faut absolument casser. C'est le rôle des paliers intermédiaires, dessinés dans les puits de chute qui alimentent le bassin. C'est une succession de petites cascades de faible hauteur qui permettent à chaque fois de casser l'énergie de l'eau pour éviter que ces flux ne détruisent ou n'abîment la structure de l'ouvrage. Un dernier défi attend les ingénieurs, vider le bassin après la pluie. Il faut faire vite pour éviter la formation d'hydrogène sulfuré, un gaz toxique qui se dégage des matières organiques en décomposition. L'ouvrage est donc équipé de 3 pompes de 340 litres par seconde chacune qui doivent vider les 50 000 mètres cubes d'eau en moins de 24 heures et libérer l'espace pour la prochaine pluie. Il existe un autre de ces dispositifs, plus ancien, mais encore plus gros, le tunnel Ivry-Masséna, au sud-est de Paris. C'est le plus grand tunnel réservoir d'Europe. 2 galeries d'environ 1 km de long, situées à 30 mètres sous la Seine. Donc là, on n'est pas dans un bassin, on a construit un tunnel avec un grand tunnelier. C'est un tunnel qui va de 4 mètres jusqu'à 6 mètres 80 de diamètre. Ce tunnel intercepte 40% des eaux usées rejetées au fleuve par la ville de Paris. Complété par un puits de 30 mètres de profondeur, ce réservoir offre une capacité de stockage de 110 000 mètres cubes, soit un peu moins d'1,5 million de baignoires. C'est autant d'eau polluée qui ne se déverse pas dans la Seine en cas de forte pluie. Une avancée majeure pour la protection de l'environnement. En 30 ans, on a divisé par 10 les volumes déversés dans la Seine, puisqu'on est passé de quasiment 20 millions de mètres cubes qui étaient déversés dans Paris à quasiment 2 millions aujourd'hui. Les conséquences sont impressionnantes. Il y a 50 ans, seules 3 espèces de poissons peuplaient la Seine. Aujourd'hui, on en recense 36. Et l'objectif, c'est d'aller encore plus loin, de repenser complètement le circuit des eaux de pluie en évitant qu'elles ne se mélangent aux eaux polluées dans les égouts. L'idée, c'est de permettre à la pluie de s'infiltrer dans le sol et de regagner directement la nappe phréatique. C'est extraordinaire, on a développé des prouesses d'ingénierie pour gérer ces eaux usées et ces eaux pluviales.
Et que finalement, aujourd'hui, il faut aussi sortir un petit peu de l'ingénierie parce que la gestion des eaux pluviales, c'est du paysage, c'est de l'urbanisme, c'est de l'architecture. Les égouts ont fait du Paris de la fin du 19e siècle une des villes les plus modernes du monde. Ce réseau souterrain, sans équivalent, a permis de faire respirer la capitale. Repensé, modernisé, il doit offrir aux Parisiens de lever un interdit de plus d'1 siècle, se baigner dans la Seine. Un exploit rendu possible par l'inventivité des ingénieurs du génie civil français. Tout comme la création du métro ou la consolidation des carrières. 3 constructions réalisées dans un environnement complexe. 3 mégastructures souterraines. 3 réseaux invisibles enfouis sous Paris qui font de la capitale de la France l'une des villes les plus admirées du monde.